Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du T'as vu, votre magazine présenté par les Master 2 en journalisme. Il a traversé les siècles, comment survit-il aujourd'hui le billard? Le salon de la BD se tenait le week-end dernier à Valenciennes. Mais tout d'abord, revenons sur le Movember, un événement organisé pour venir en aide aux personnes atteintes d'un cancer. Aujourd'hui, je suis à l'ISA pour un don de cheveux qui est organisé par des étudiantes. Alors, ça fait 2 mois que je laisse pousser mes cheveux pour l'occasion puisque je vais devoir me faire couper 20 cm au moins, qui sont ensuite collectés par 2 associations, une française et une belge, pour ensuite créer des perruques pour des personnes qui sont atteintes de cancer. Allez, suivez-moi. Où vont les cheveux qui sont collectés par les dons aujourd'hui? Alors, les cheveux vont à 2 associations. Il y a Solidaire en France et Coupe d'éclat en Belgique. Et elles les donnent à des perruquiers. Et, elles les vendent à des perruquiers, pardon. Et avec l'argent, elles subventionnent en fait des perruques pour les femmes atteintes de cancer et maladies auto-immunes qui auraient perdu leurs cheveux et qui ont des faibles revenus. Aujourd'hui, tout le monde pouvait donner ou il y avait quand même certaines conditions à respecter? Il y a certaines conditions. Entre 20 cm pour le début et sinon après on peut monter carrément plus haut. Un conseil pour ceux qui peuvent avoir peur de se faire couper les cheveux comme ça de 20 cm? Faut oser. Franchement, dites-vous que ça va repousser. Et il y a des femmes qui justement n'ont plus de cheveux, donc franchement... Exactement, ouais. Au final, qu'est-ce que c'est 20 cm pour des gens qui ont des cheveux? C'est ce qu'on disait, couper un peu, donner beaucoup. Au final, le geste, il est tellement plus important que les 20 cm qu'on va couper, quoi. Est-ce qu'on peut donner ses cheveux aussi en dehors d'un événement comme ça? Oui, totalement. En fait, il suffit d'aller sur le site de Solidaire ou de Coupe d'éclat et vous avez tous les coiffeurs partenaires qui soit offrent la coupe, soit offrent le shampoing. Enfin, ils ont chacun un peu leurs règles. Et sinon, vous pouvez également aller chez votre coiffeur, vous leur expliquer comment couper la mèche, c'est-à-dire bien l'attacher avant. Et de toute façon, tout est expliqué sur le site. Et après, il suffit de l'envoyer par voie postale à Solidaire ou à Coupe d'éclat. Bon bah ça y est, je vais me faire couper les cheveux, j'ai hâte de voir le résultat. J'ai les cheveux un petit peu courts pour couper 25 cm, mais de toute façon j'avais prévu de faire 20. C'est pas un choc? Donc ça y est, j'ai coupé 20 cm, ça fait pas beaucoup dans le sachet, mais pourtant je crois que ça change bien. Je suis contente du résultat. Je vous invite à faire la même chose, parce que c'est une super bonne initiative pour toutes ces personnes qui effectivement ne peuvent plus avoir les cheveux longs. Donc nous, ça prendra 1 mois peut-être pour que ça repousse, donc faites la même chose. Rachel m'a rejoint sur plateau. Bonjour Rachel. Bonjour Théo. Alors tout d'abord, très belle initiative que d'avoir donné ses cheveux pour cette cause. Alors tout d'abord, d'où vient cette idée? Alors l'idée pour Pauline et Claire, c'est parce qu'elles ont fait une année de césure et pendant cette année, dans le cadre de leurs études, les garçons choisissent de se laisser pousser la barbe comme un signe. Et donc elles se sont dit, et si nous on faisait la même chose, donc elles ont laissé pousser leurs cheveux pendant 1 an et elles se sont dit autant que ça serve et à les donner du coup. Donc elles faisaient écho au Movember, donc, voilà, organisé par les garçons les années précédentes. Qui a participé à cet événement? Alors c'était vraiment ouvert à tout le monde, pas que aux étudiants. Et finalement, il y a 34 personnes qui ont participé, dont un homme d'ailleurs qui avait les cheveux très longs. Et voilà, tout le monde pouvait venir. Il y a même des habitants du quartier qui avaient vu l'événement passer sur Facebook et qui se sont dit que c'était vraiment une bonne initiative. Donc c'était un événement de passage, ça s'organisait à l'ISA, c'est ça? Oui, à l'ISA. À l'ISA, donc il n'y avait pas forcément que des étudiants, c'était aussi ouvert à tous. Oui, oui. Très bien, alors du coup on vous voit dans le reportage couper vos cheveux. Oui. Quelles ont été vos impressions du coup sur cet événement? Ça s'est bien passé, j'étais préparée parce que j'avais vu l'événement il y a déjà 2 mois. Donc je savais comment ça allait se passer et je connais des personnes aussi qui l'avaient déjà fait. Et finalement je me dis que c'est vraiment très bien de l'avoir fait parce que ça repousse tellement vite que
Pas trop déçu du coup d'avoir coupé une bonne partie de vos cheveux. Non, je retrouverai vite mon ancienne tête. Et concernant la suite, vous savez un petit peu comment ça se déroule après avec les cheveux qui ont été donnés? Alors là, les cheveux qui sont collectés sont revendus à des perruquiers et l'argent qui est récolté par les associations sert ensuite à acheter des perruques pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent pour elles-mêmes avoir de belles perruques alors qu'elles ont le cancer. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, Rachel. On continue avec Camille qui a remis en lumière la table de billard, cet objet qui existe depuis le XVe siècle. Le billard, un objet qui avait sa place dans tous les troquets du coin. Aujourd'hui, l'entreprise du billard semble avoir pris quelque peu la poussière. Pourtant, l'entreprise Toulet, à Bondu, survit depuis 1857 et ne connaît pas la crise. Imaginez un billard. Un billard, c'est quoi? C'est un meuble marron, tapis vert, avec un piétement Louis XVI. Et en fait, un meuble marron, tapis vert, avec un piétement Louis XVI, dans les intérieurs d'aujourd'hui, ça connecte plus comme on l'imagine, parce que les habitats sont de plus en plus contemporains, voire avec des maisons cubiques. Donc, inévitablement, il fallait évoluer. On a une nouvelle tendance qu'on n'avait pas avant. Avant, c'était vendu qu'à des cafés, ou pire, si c'était vendu à un particulier, il le mettait au troisième étage puisqu'il le cachait, ou il le mettait à la cave. Aujourd'hui, on ose le mettre en avant, vu que c'est joli. Donc, on le met dans sa pièce à vivre. Et à partir du moment où on le met dans sa pièce à vivre, en fait, on a créé une nouvelle demande. C'est une demande d'une personne qui se dit, tiens, c'est convivial, tiens, ça peut être chaleureux pour les enfants. Donc, on va le prendre en se disant que le samedi soir, à la fin du repas, on va pouvoir se faire une bonne partie et après tout, au lieu d'être sur sa console vidéo jusqu'à 3 h du matin, les enfants joueront. Et donc là, on a suscité une vraie nouvelle demande. Alors, l'idée, c'est pas d'avoir seulement un billard. C'est d'avoir beaucoup plus qu'un billard, c'est d'avoir un billard qu'on transforme en table à manger, mais c'est d'avoir aussi plus que juste un billard table, mais c'est de se dire, tiens, le verso de la table peut être aussi une table de ping-pong, peut être une table de poker, peut être une table de XXXX, c'est-à-dire on peut faire beaucoup d'autres jeux. Le secret de cette entreprise artisanale est très simple. Le design a sauvé ma société. Le design a sauvé ma société. Si je n'avais pas pris l'orientation de la modernité, nous aurions disparu il y a 10 ans. Notre modèle phare s'appelle le Blacklight, c'est un billard très design. Il a été designé par des étudiants. Il a été designé par des étudiants, c'était un groupe de 5 personnes de l'ISD, et ce sont eux qui l'ont designé, et ça nous a fait faire un jumping de 63% l'année où on l'a sorti. En effet, les jeunes talents sont extraordinaires pour la société. Les entreprises de Lille ont tout intérêt à copiner avec le design. En 2020, elle en deviendra la capitale mondiale. Le plus dur, ça reste à faire. C'était pas de réussir à l'avoir, c'était extraordinaire, parce qu'évidemment, quand on concourt contre Sydney, c'était pas gagné, on va pas se mentir. Par contre, en effet, si c'est hyper bien drivé, mais je crois que les gens et les sociétés, tout le monde à tout niveau ne réalise pas l'impact. On fait tous du design. C'est du design environnemental, c'est du design sociétal, c'est du design, mais même dans le packaging, même dans les bureaux, à tout niveau, il y a du design partout. Donc je crois que toutes les sociétés à tout niveau, que ce soit les PME, que ce soit les grosses structures, etc., ont vraiment à se donner la main pour que ce soit les designers, que ce soit à tout niveau, on a une vraie force, il faut la travailler. 2 ans, ça va aller très vite, ça va aller très vite, c'est demain. C'est demain. Si le billard a de beaux jours devant lui, l'élection de Lille devrait souffler un renouveau sur tous les autres secteurs. Affaire à suivre en 2020. Et Camille Margent sur plateau. Bonjour Camille. Bonjour Théo. Alors, on le voyait dans votre reportage, le billard n'est plus seulement un espace de jeu, c'est aussi devenu un mobilier de design à part entière. Oui, tout à fait. C'est un objet assez vieux et il a dû se réadapter comme pas mal d'autres secteurs. Et aujourd'hui, justement, c'est la force de l'entreprise de Toulet que j'ai rencontrée, c'est d'avoir su réadapter réellement son entreprise avec le design. Donc ils ont réussi à l'adapter aux différentes demandes des clients. Quel est le budget à réserver pour acheter un billard de ce style-là, pardon? Alors le budget varie réellement de ce que vous voulez. Après c'est quand même un certain budget. Un billard ça coûte toujours assez cher. La première fourchette c'est 1 500 €, mais selon en fait ce que vous voulez, ça peut monter jusqu'à 20 000 €. Donc c'est une entreprise qui fait absolument tout sur mesure. Et là-dessus, ça dépend vraiment du matériau, de la réalisation.
Donc ça reste quand même une dépense conséquente. Et du coup, à quelle clientèle il s'adresse si les budgets sont tout de même assez importants? Alors auparavant, en fait, le billard, on le retrouvait surtout dans les troquets du coin. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez disparu. À part, par exemple, dans les bowling, il y en a encore quelques-uns, mais c'est vraiment des très vieux billards. Aujourd'hui, en avoir un chez soi, c'est quand même réservé à quelqu'un qui a de l'espace, parce que c'est un objet de pièce à vivre, mais ça ne peut pas rentrer dans un appartement d'étudiant. Surtout peut être dans un espace central, on le met vraiment en général au centre de la pièce. Oui, voilà. Surtout ceux-là, puisqu'ils ont plusieurs fonctions. Et la clientèle, en fait, elle est complètement mondiale, parce que avec l'actualité d'Internet, on peut vraiment acheter un objet de partout. Les clients viennent de Russie, des Émirats arabes, des États-Unis, de France surtout aussi. Et les demandes varient vraiment selon les clientèles, c'est assez drôle. Et du coup, c'est une demande internationale qui est attirée par le savoir-faire français. Oui, elle est attirée surtout par l'artisanat. Ce n'est absolument pas une entreprise qui est une grosse industrie, tout est fait à la main. Et les machines impliquées sont des très vieilles machines manuelles. Du coup, c'est quand même... Qui assure sûrement une meilleure qualité pour le billard, puis un côté design qui est peut-être des plus originaux. Ça fait vraiment en fait un objet sur lequel on peut compter. C'est pas un objet qui est manufacturé en chaîne. Du coup, moi, quand j'ai rencontré Marc-Alain Deledal, il m'a vraiment expliqué qu'un billard, quand on en achète un, s'il est fait de cette manière-là, on le garde toute sa vie. Donc ça reste quelque chose qui perdure dans le temps et qui peut être aussi transmis des générations en génération. Oui, et puis tant mieux, parce que c'est quand même un certain budget. C'est un certain budget. Et du coup, au niveau de la concurrence des entreprises françaises spécialisées dans le billard, est-ce qu'il y a beaucoup d'animosité ? Le billard, c'était vraiment une spécialité française il y a encore quelques décennies. Du coup, il y avait énormément d'entreprises, mais elles ont toutes fait faillite à partir des années 80. Aujourd'hui, on en compte maximum une dizaine. Et l'entreprise Toulet que j'ai rencontrée est une des principales. Mais ouais, ça a tendance à un peu disparaître si on ne se réadapte pas. Et de quoi assurer aussi un bel avenir pour l'île Design. Oui, et puis même pour l'île en soi. Merci beaucoup Camille pour votre reportage. Merci à vous. On enchaîne avec Julia et Juliette qui se sont rendus au salon de la BD, plongés dans l'univers de la bande dessinée. On est samedi 18 novembre à Valenciennes et ce week-end, c'est le Salon international de la bande dessinée. De quoi partir à la rencontre d'auteurs et dessinateurs venus du monde entier. Alors pourquoi avoir organisé le Salon de la bande dessinée ? Alors en fait le salon c'est une histoire de passionnés. Il n'y a pas de public ciblé dans le salon, c'est vraiment l'occasion pour n'importe qui de rencontrer des auteurs ou participer à des activités culturelles parce qu'on propose un peu de tout. Il y a des ateliers enfants, il y a des ateliers rétro gaming et il y a la possibilité également de rencontrer des auteurs connus ou débutants. Pour les auteurs débutants, le salon est l'occasion de se faire connaître. Pourquoi vous êtes présent aujourd'hui au Salon de la bande dessinée ? Déjà en tant que jeune auteur, il faut se faire connaître, c'est pas évident. Et pour l'instant ça va, vous êtes plutôt content des gens qui viennent vous voir ? Oui, ça va, c'est des familles, des gens qui découvrent les nouvelles séries, donc c'est plutôt encourageant. L'événement a une vocation internationale et permet aussi à des artistes étrangers de faire leur promotion. This is my first time that I've been here for a comic book convention. So this is the first time I've had comics that people have brought to the table to have me sign and stuff. And it's surprising. I didn't know what to expect. I didn't know if anyone would know my work, in France. Si les auteurs invités ne sont pas payés pour être présents, leur trajet et hébergement sont pris en charge par le salon. L'association organisatrice Valambule dispose ainsi de 30 000 € débloqués par un co-organisateur. Alors ici, les gens font la queue afin de dédicacer leur bande dessinée du Marsupilami parce que son dessinateur Baptême est juste là. Vous venez de vous faire dédicacer votre bande dessinée du Marsupilami, vous avez rencontré Baptême, quel effet ça fait ? C'est toujours très sympa de rencontrer un auteur, en plus il est super gentil, donc c'est un plus. C'est assez agréable de pouvoir converser avec un auteur qui nous explique des petites anecdotes, qui est sur son œuvre, sur son personnage. Là, on a eu la chance qu'il nous explique pourquoi il s'appelait Baptême, pourquoi ce pseudonyme. Ça, c'est quand même très agréable d'avoir des petits secrets comme ça, des petits échanges très sympathiques de la part de l'auteur, quoi.
L'entrée aura coûté 5 € aux visiteurs et parfois quelques longues minutes d'attente pour faire dédicacer leur livre, le prix à payer quand on est amateur de bande dessinée. Donc Juliette, dans ce reportage, vous avez fait une plongée au cœur de la BD. Qui a organisé cet événement? Alors c'est l'association Valambule qui est issue en fait d'une fusion entre deux autres associations, donc Val BD et Omega. Et en fait un jour les deux organisateurs, les deux associations se sont rencontrées, les deux organisateurs, elles organisaient toutes les deux en fait leur propre salon. Et elles ont fusionné. Et elles ont décidé de se fusionner pour créer un événement peut-être plus important. Et qui ramènerait sûrement plus de monde. Oui. On le voyait dans le reportage, il y avait des séances de dédicaces aussi. Est-ce qu'elles étaient gratuites? Oui, alors en fait, l'association Valambule demande donc à des auteurs et dessinateurs de se déplacer et à condition en fait, donc ils payent leur hébergement et donc leur voyage jusqu'au salon. Mais en fait, la condition c'est de venir au salon et de ne rien faire payer aux visiteurs. Tout est gratuit au niveau des dédicaces, des dessins, voilà. Donc, ce qui facilite aussi l'accès aux plus jeunes, puisqu'ils n'auront pas forcément besoin de débourser pour avoir les dédicaces des auteurs de leurs BD favoris. Justement, dans le public, au niveau des visiteurs, il y avait énormément d'enfants, donc forcément, ça leur faisait plaisir de rencontrer des dessinateurs de bande dessinée. C'est un peu un métier qui les fait rêver, donc c'était plutôt positif. Puis on est encore aussi dans des générations où on lit beaucoup de BD, surtout chez les enfants. Du coup, vous avez fait une plongée au cœur de cet événement. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'ambiance de Alors justement, l'ambiance, par rapport au public, comme je l'ai dit, c'était très mixte. Il y avait des adultes, des enfants. En fait, ils se rapprochent par leur passion pour la bande dessinée, pour le dessin. Il y avait une bonne ambiance, même par rapport aux auteurs et dessinateurs, ils étaient très accessibles. C'était facile de discuter avec eux, d'avoir quelques petites anecdotes. Par exemple, le dessinateur Baptême était présent et donc plusieurs personnes qui ont fait la queue pendant des heures pour pouvoir se faire dédicacer leur album du Marsupilami étaient ravis de pouvoir discuter avec lui pendant quelques minutes. Il y avait un contact qui était tout de même assez prolongé. C'était pas juste l'histoire de faire la dédicace et de passer à la personne suivante. Et on a aussi vu une personne étrangère, donc un anglo-saxon. Oui. Est-ce que vous savez d'où il venait? Donc, américain, donc c'était vraiment un événement interculturel, si je puis dire. C'est international. Il y avait beaucoup d'auteurs venant de l'étranger, donc c'était vraiment, ça parlait à tout le monde. Il n'y avait pas uniquement que la bande dessinée française qui était mise en avant, c'était vraiment international. Donc un événement international et culturel. Et justement, la culture, on va rester dedans avec vous, Julia, puisque vous allez nous faire l'agenda culturel de la semaine. C'est ça, donc beaucoup de choses encore une fois sur la métropole lilloise cette semaine. Déjà, dès aujourd'hui, et ça jusqu'au 26 novembre, on a le salon Natura Bio, salon qu'on connaît très bien, nous, en master journalisme. Donc c'est toujours à Lille, Grand Palais, c'est sa 17e édition. Donc c'est, pour rappel, le salon du bio, du bien-être et de l'habitat sain. Donc c'est 3 jours de rencontres avec des professionnels du bien-être. Il y a 210 exposants au total, donc vous pourrez avoir accès à des conférences, des ventes de produits écologiques et de bien-être, des ateliers pratiques, des animations en tout genre. Donc en fait, on peut trouver dans ce salon un peu de tout, des soins beauté, de la nourriture saine, des huiles de massage, un centre de thalasso, une initiation au yoga ou des produits naturels pour retrouver la forme. C'est donc de 10h à 19h, c'est 6 €. Et c'est gratuit pour les moins de 25 ans, les chômeurs, les étudiants et les invalides. Donc ça touche un très large public dans la métropole lilloise. Il y a des petites dégustations aussi, donc c'est toujours sympa. Maintenant, on va passer plutôt du côté humoristique, pour passer un bon moment. En ce moment, c'est peut-être pas la meilleure période, on est tous un peu à cause du temps. Du coup, on peut retrouver Ilyes et Maë et compagnie à la Comédie de Lille. Donc c'est un spectacle avec ces deux jeunes humoristes qui sont donc Ilyes et Maë. Ils font en fait le principe du spectacle, c'est ces deux jeunes gens font venir des amis à eux en tout, donc ça dure 1h30 au total, c'est 1h30 de détente et de rigolade comme ils le présentent. Donc ça peut être des hypnotiseurs, des humoristes ou des amis, puis on assiste à des sketchs, de la danse, des guests internationaux aussi. Donc c'est un peu la surprise. Ouais. Spectacle très diversifié. Voilà, et en fait c'est de l'humour comme on aime, avec des engueulades, des petites disputes de couple, etc. Donc c'est très familial aussi, entre guillemets. Et donc il y a plusieurs séances. Il y a donc aujourd'hui ce soir.
le 8 et le 22 décembre à 21h30, tout ça toujours donc, à la Comédie de Lille, et c'est 10 € l'entrée, donc c'est assez accessible. C'est pas uniquement ce week-end du coup. Oui, voilà, donc il y a aussi 2 séances donc, en décembre. Donc, Et on peut prendre ses places sur Internet? Oui, sur Internet directement, on tape donc, Comédie de Lille et on les retrouve. Pour un événement familial aussi pour le coup, et on a donc la Boom by Disco Chou. C'est demain au Tripostal de Lille, donc de 15h à 18h, donc c'est toute l'après-midi. Donc en fait, l'équipe de Disco Chou propose une douce folie, comme ils l'appellent. Donc c'est pour les petits et les grands, c'est s'évader le temps d'une après-midi. Au programme, il y a de la customisation de bracelets dès 5 ans, donc vraiment pour les petits. La fabrication de petites pelotes de laine colorées, donc un peu de couture, on va dire. Un maquillage do it yourself ou d'autres surprises, et il y a un goûter qui est gratuit. Donc c'est tout ça dans une bonne ambiance avec de la musique donc, par le groupe Disco Chou du coup. Et donc oui, c'est gratuit, donc c'est important de le préciser. Donc aussi bien pour les gourmands que ceux qui, voilà. les enfants qui apprécient les travaux manuels. Pour faire donc leurs petits bracelets pendant que les parents font de la couture par exemple, etc. Ou mangent tout simplement, c'est au choix. Pour rester dans les pièces, on a une pièce de théâtre, donc une comédie qui s'appelle donc L'amour est dans le presque. Pour ceux qui connaissent L'amour est dans le pré, il y a un petit jeu de mots. Référence à l'émission de voilà. Marchand. C'est donc une pièce de Julien Sigalas et de Julie Krief. Donc pour le pitch, c'est une agricultrice, donc comme dans L'amour est dans le pré, qui est célibataire, qui reçoit chez elle 2 prétendants. Donc ils sont bien opposés tous les deux. On a un séducteur un peu intéressé et un poète un peu naïf. Donc en fait, c'est la rencontre donc, de ces 3 personnages qui va virer en chaos total. Un peu comme dans L'amour est dans le pré. Il y a des petites engueulades de temps en temps. Qui sont assez voilà, donc assez punchy. Une petite rencontre au sommet plutôt sympathique. Donc dans cette comédie déjantée, elle dure 1h15 au total. Et donc c'est aussi plusieurs séances, le 29 et le 30 novembre, ou le 1er et le 2 décembre à 19h à la boîte à rire de Lille. Et c'est 15 €, donc aussi directement sur Internet. Et pour finir sur une note de saison, nous on adore ça ici, c'est le marché de Noël de Lille qui est bien entendu ouvert depuis le 17 novembre. On est obligé d'en parler. On se serait énormément inquiété. Donc il est ouvert depuis le 17 novembre. Il est donc toujours à côté du métro Riour. 90 chalets actuellement. Donc on a de l'artisanat, de la gastronomie bien entendu, et la fameuse grande roue. Donc pour rappel, la grande roue c'est 5 € pour les adultes et 3 € pour les enfants. Il y a aussi une rencontre avec le Père Noël et une possibilité de faire une photo, donc ça peut aussi être un beau moment pour les enfants qui ont peut-être envie de donner ça. Pour les grands aussi. D'accord, Julia, tu pourras aller faire ta photo sur ses genoux, oui, effectivement. L'entrée, par contre, du marché de Noël est gratuite et c'est quand même le rendez-vous incontournable de l'année, au moins pour les croustillons, j'ai envie de dire. On est obligé quand on est à Lille de manger. C'est le rituel de Noël, écoutez. Voilà, je pense qu'on va tous y aller tous ensemble. Hein. Et donc, c'est ouvert tous les jours jusqu'au 27 décembre. Et voilà tout pour cette semaine. Et ben, du coup, ça nous fait énormément d'activités. Une préférée entre le marché de Noël quand même, voilà, pour la nourriture et les croustillons. Le marché de Noël, évidemment, il remporte toujours, à tous les coups, c'est un succès gagnant. Et bien, écoutez, c'est déjà la fin de notre T'as vu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Très bon week-end à tous.